cas de la régulation, c'est la convertibilité du dinar pour contrôler un euro. Donc, Haj Nasser va nous parler, avant de lui donner la parole, il va nous parler de l'Algérie, l'économie algérienne, dans la crise économique mondiale. Avant de passer la parole à M. Haj Nasser, je voulais juste donner certains indicateurs macrofinanciers. En Algérie, fin décembre, la cagnotte réserve de change 205 milliards de dollars. L'Algérie a opté pour des placements, des portefeuilles obligataires, souverains, et seulement 2% dans les bons commerciales, qui sont caractérisés par leur solidité financière et surtout pour leur rating AAA. La constitution de ces réserves de change, majorité c'est en dollars, 58% en dollars, 27% en euros et le reste en livres sterling et yen. Pourquoi? Pour la diversification, pour avoir une marge d'avenir, pour surtout la compensation. Un autre point, l'Algérie vient de participer à un emprunt obligataire de 5 milliards. Le FMI sous forme de droits de tirage spéciaux. Et on ne connaît pas la réciprocité de cette transaction. Pour l'actuel gouverneur, il dit que c'est pour la une gestion active, rationnelle des réserves de change. D'autres économistes disent pour avoir une certaine crédibilité au niveau du marché, au niveau des instances internationales et surtout pour l'ouverture des marchés de capitaux. L'ouverture de l'euro-marché, pas l'euro. L'euro-marché, c'est l'euro. L'euro-marché, c'est le marché financier international. Deuxième indicateur qui me paraît intéressant pour le débat aussi, l'inflation. En moyenne annuelle, l'inflation mesurée par la croissance d'indice de prix à la consommation, elle est de 7,65. Fin décembre, 8%. Et les salaires augmentés récemment depuis 3 ans, ils sont absorbés de cette inflation. Un autre point concernant le chômage. Taux de chômage, d'après l'ONS, 8 et quelques. Et ce qui est grave, c'est que 85% du taux de chômage, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Donc, 205 milliards de réserves de change, taux d'inflation, taux de chômage, dans un pays qui regorge de richesses, je pense que c'est un anachronisme difficilement imaginable. Un autre point, qui me paraît aussi intéressant, l'État a consacré 500 milliards de dollars, 3 fois le PIB, pour les dépenses, sans discontinuité, pour la croissance. Pour atteindre juste 2,65% de taux de croissance. 2,65 au lieu de 7 à 8. Donc l'État a dépensé 2 fois plus qu'il n'en faut pour obtenir 2 fois moins de croissance. Un autre point, l'Algérie, gros importateur de marchandises et services, surtout 70 milliards à peu près, je n'ai pas le chiffre exact sincèrement, 70 milliards de dollars entre les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques. Et pire encore, l'Algérie est devenue un net importateur de main-d'œuvre. Agence va nous parler aussi de la crise internationale, de la crise de la grande récession, la crise de la dette souveraine, la crise de l'euro, c'est-à-dire que les crises sont devenues comme des matrouchkas, comme des poupées russes. Malgré les plans de rigueur, les mesures de stabilisation financière par les autorités financières internationales établies composées à l'OMC, et aussi malgré le plan, la cure d'austérité donnée par l'Union européenne pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. La chancelière allemande parlait de BRIC, émergent. Il y a on a surnommé ces pays qui vivent au-dessus de moi, les pays ports, P-O-R-C-S, parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Pour terminer, lors de son passage à London School of Economics, la reine Elisabeth II, elle avait dit « Why did nobody notice it ?» Pourquoi les économistes n'ont pas prévu cette crise dans un pays comme l'Angleterre, berceau d'école classique, Adam Smith, berceau d'école Cambridge, berceau d'Oxford. Merci.
Merci, monsieur le professeur. Je voudrais d'abord dire, bien sûr, mon plaisir d'être ici, dans cette école, parce que dans le livre que j'ai eu la surprise d'ailleurs d'écrire, hein, c'est pas du tout ma vocation d'écrire, mais bon, il est sorti tout seul, je consacre un paragraphe aux élites, parce qu'un peuple vaut ce que vaut son élite. Et être dans cette école qui est bijouterie, si l'on veut, le faire fondre, le raffiner, le couler dans des lingots type pompe centrale, agréé, donc tout le monde ne peut pas le faire, il y a quelques centrales dans le monde qui peut le faire, et le transférer. Chaque opération coûte de l'argent. On a trouvé, nous, un système, bête et méchant, enfin, on paye personne à dépenser à l'époque, il s'appelait les swaps. Donc on a fait des swaps de métaux, puis des swaps de place, complètement. Donc c'est comme si on avait swappé de l'argent pour de l'or, puis on avait swappé la place de New York pour la place de Londres, pour la place de Zurich. Non seulement ça nous a apporté de l'argent, mais ça nous a rapporté de l'argent parce qu'on jouait sur les délais de swap. C'est comme si on plaçait de l'argent sur un mois, ça nous a permis de le transférer. On a eu une guerre incroyable, organisée dans le monde, mais aussi dans les relais algériens. Donc le swap, ça a été perçu en Algérie comme étant de l'or que nous avions vendu, et on avait joué avec le Badlan, etc. Alors qu'au contraire, nous avions renforcé la capacité de résistance, disons, des finances algériennes. Cette guerre est importante à analyser parce qu'on se rend compte que, j'ai essayé de vous dire tout à l'heure qu'il y avait les internationalistes et les souverainistes, on se rend compte qu'à l'intérieur d'un petit pays comme l'Algérie, nous retrouvons aujourd'hui les mêmes logiques. C'est-à-dire qu'il y a les internationalistes et les souverainistes. Les souverainistes, évidemment, sont un peu plus patriotes que ne le sont les internationalistes, mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas parce qu'on est souverainiste qu'on est patriote, ce n'est pas parce qu'on est internationaliste qu'on ne l'est pas. Néanmoins, à l'époque, il y avait une lutte pour essayer, à travers cette opération, de réduire la réforme algérienne. Pourquoi y a-t-il eu, disons, une configuration de puissance internationale contre la réforme en Algérie? Ce n'est pas parce qu'il y avait des enjeux internes en Algérie, c'est parce que c'était des enjeux internationaux. Parce que la réforme en Algérie est arrivée à un moment un peu, disons, c'était trop tôt par rapport à la planification, je dirais, de l'établissement d'un gouvernement mondial. Parce que la réforme en Algérie, c'était un changement des règles de pouvoir et non seulement l'acceptation, mais disons la tentative de favoriser l'émergence d'une classe moyenne en tant qu'acteur politique. Hamid Abakan, il était recteur de l'université d'Annaba, 2 fois ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, ministre de la santé. Actuellement, et tout à son honneur, il préside l'APC d'El Khouloud. Il préside aussi le conseil d'éthique et de déontologie au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Connu par sa modestie, son humilité, son intégrité, sa liberté académique et son engagement citoyen. Nous le remercions d'avoir accepté de venir ici à Annaba pour nous présenter une conférence de débat sur la santé et le développement en Algérie. Quelles sont les raisons qui président au choix du thème? C'est que le mode de développement actuel a généré des dysfonctionnements au niveau micro et mésoéconomique et qui a eu des conséquences inacceptables au niveau socio-sanitaire et environnemental. La deuxième raison, c'est que la santé est un des objectifs des OMD, Objectifs millénaires de développement, cher à Kofi Annan, ex-président des Nations Unies. Troisième raison, c'est que la conférence Rio 20 a mis l'accent sur l'importance de la santé comme un élément fondamental au développement durable. Parce que du point de vue conceptuel, le développement durable, le développement est passé du développement économique, développement social, développement local comme alternative à la mondialisation, développement durable. Tout ceci, bien sûr, redonne à la question de l'éco-santé toute son acuité, c'est-à-dire l'adoption des valeurs éthiques comme fondement au développement.
À cet effet, nous avons invité une personnalité aux compétences avérées dans ce domaine pour nous éclairer justement sur ces questionnements et surtout sur la liaison développement-santé. Avant de donner la parole à notre cher collègue et ami ministre, professeur Abdelhamid Aberkane, pour votre information, M. Abdelhamid Aberkane est très impliqué au développement local parce qu'il préside l'APC. Il est aussi très bien impliqué au développement durable parce que nous avons appris récemment qu'il a participé à une méritoire action avec ses citoyens locaux à un nettoyage, une purification d'une forêt bahraoui qui est située entre l'aéroport de Constantine et de Khou. Et encore une fois, marhaba bik Anna. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Monsieur le professeur de la semaine, je vous remercie infiniment pour cette invitation et pour ces paroles aimables. C'est un honneur d'être invité dans cette superbe grande école que vous dirigez, avec tant de figures amies, que je retrouve naturellement avec un grand plaisir. Annaba est une très belle époque de ma vie, où nous avons, avec les amis qui sont ici, bâti ensemble ce que nous avons pu pour contribuer à ce que l'université d'Annaba ait le rayonnement qu'elle pouvait avoir à ce moment-là, dans toutes les disciplines. C'était une université pilote, au plan des sciences de la technologie, des sciences exactes de la technologie. Mais elle n'avait pas encore de faculté de médecine et la santé a été introduite à ce moment-là dans un enthousiasme et avec une générosité extraordinaire. Tous ceux qui ont participé à cette période, je suis sûr, ont le même sentiment que moi. Et votre invitation m'honore infiniment. Je crois effectivement que nous devons, c'est un devoir, c'est un devoir de partager les expériences, petites et grandes, pour en tirer des leçons et peut-être que quelques paroles échangées entre nous, entre ceux qui ont eu ce parcours et qui ont eu cette conception de l'avenir de l'université ou de la santé et de la société en général, parmi les plus jeunes, peut-être cela suscitera-t-il des vocations, des idées, des envies de bâtir aussi et de corriger les erreurs qui ont été faites, certainement, durant ce parcours. De corriger les erreurs, de partager, cela veut dire que nous pourrons ensemble établir des diagnostics, des évaluations, une évaluation de la situation. Et nous sommes tous contraints et obligés, à titre individuel ou collectif, de faire ces évaluations, de savoir où on est, comment est la situation et comment peut être l'avenir. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette première plaque et dit, pour évaluer, si on veut prévoir l'avenir, il faut d'abord évaluer la situation actuelle. Pour savoir où tu vas, sache d'abord où tu es. Et pour savoir où tu es, sache d'abord d'où tu viens. C'est pour cela aussi que l'objectif qui m'a été assigné, de débattre de la santé, de la connaissance en général, est très intéressant, parce qu'il permet de donner une vision globale, d'ouvrir son esprit à la manière dont la société se développe, dans un domaine particulier qui est celui de la santé, mais qui est une porte d'entrée pour toute la problématique du développement humain.